Est-ce que vous avez des souvenirs de jeux d'enfance qui vous ont marqué? On a tous déjà joué au billes, à chat ou encore à cache-cache. Ces souvenirs sont peut-être très bons pour vous, mais ce n'est pas le cas de Mathieu qui va littéralement vivre une histoire traumatisante pendant l'un de ces jeux. Avant de découvrir tout ça, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous appréciez notre contenu. Nous, ça nous aide énormément et ça met en avant notre contenu. Pareil pour le petit like, c'est hyper important. Maintenant que tout ça est fait, plongeons ensemble dans ce premier récit flippant. C'était l'été de 1978 et la famille de Mathieu venait juste de déménager du Canada à Kuala Lumpur en Malaisie. Imaginez, à 7 ans, il est super excité par cette nouvelle aventure et par tout ce qui l'attend dans ce pays exotique. Ce qu'il ne sait pas encore, c'est que l'une de ses premières aventures sera assez flippante et c'est très peu de le dire. Mathieu et sa famille logent à l'hôtel Hilton avec d'autres familles expatriées en attendant que leur maison soit prête. Franchement, pour un gamin de 7 ans, passer 1 ou 2 semaines dans un hôtel, c'est comme un camping de luxe. En plus, avec tous les autres enfants expatriés, c'est la fête. Leur jeu préféré, le cache-cache bien évidemment. Et quand je dis cache-cache, ça veut dire utiliser les ascenseurs pour se cacher dans les 30 étages de l'hôtel ou encore dans les escaliers. Cet hôtel leur donne un faux sentiment de sécurité, mais bon, qui aurait pu deviner? Un jour, pendant une partie de cache-cache, Mathieu prend l'ascenseur tout seul jusqu'au dernier étage, donc le 30e, et en sortant de l'ascenseur, il tombe nez à nez avec un homme et une femme. Ces derniers ont l'air d'avoir une trentaine d'années et semblent locaux. Et d'ailleurs, ils sont très bien habillés, ont une apparence impeccable, rien de louche à première vue. Mais très vite, leurs actions vont montrer autre chose. D'un coup, et sans crier gare, directement en voyant le petit enfant, l'homme essaye d'attraper le bras de Mathieu, mais il se dégage vite heureusement. Complètement apeuré et ne comprenant pas ce qui se passe, Mathieu recule jusqu'à se retrouver à une dizaine de mètres du couple. Tout va très vite, mais il se rend compte que ce n'est pas du tout normal, et donc il pense à s'enfuir, mais il n'y a pas vraiment d'issue de secours. Mathieu comprend qu'il doit rester calme. L'homme veut sûrement éviter que Mathieu crie et attirer l'attention des autres clients de l'étage, et donc pendant quelques instants, ils se regardent en restant chacun sur leur position à une quinzaine de mètres l'un de l'autre. Pour le petit garçon, c'est vraiment une situation des plus stressantes et on le comprend. À ce moment-là, Mathieu est situé près des ascenseurs et le couple bloque l'accès aux escaliers. Et là, d'un coup, l'homme change de stratégie et il sort une barre de chocolat de sa poche et la tend à Mathieu. Et ce dernier le comprend bien, c'est simplement une stratégie pour le faire se rapprocher d'eux et donc il n'y a aucune chance que Mathieu fasse ça. L'homme et la femme ont des sourires bizarres, presque forcés et leur corps semble prêt à bondir à tout moment pour l'attraper. Et d'ailleurs, petit aparté même un petit peu drôle, il se souvient que la barre de chocolat avait des noix et il déteste ça. Bref, l'homme voit que Mathieu ne viendra pas et il change de position, encore une fois, prêt à bondir sur lui. À ce moment-là, l'enfant ne comprend qu'il ne lui reste plus qu'une seule solution. Il se met donc à courir en faisant volte-face vers l'ascenseur et juste à ce moment-là, les portes s'ouvrent comme magie et quelqu'un en sort. Pour Mathieu, même aujourd'hui, il est impossible de se souvenir de cette personne, mais dès qu'il entend ce son, il fonce vers l'ascenseur, passe devant cette personne et entre. Il se rappelle avoir vu l'homme et la femme s'éloigner dans l'autre direction, peut-être vers leur chambre ou les escaliers. En tout cas, il ne pouvait plus agir parce qu'il y avait maintenant un témoin. Bref, cette mésaventure quand même bien flippante, Mathieu ne l'a jamais racontée à personne avant des décennies. Enfant, il a même carrément été dans le déni et a tout fait pour enfouir ce souvenir. Mais franchement, c'est quand même dingue comment des petites choses, comme une personne qui sort de l'ascenseur, peuvent littéralement changer la vie. Mathieu ne saura jamais qui était sorti de l'ascenseur à ce moment-là, mais il lui en est éternellement reconnaissant. Et quant à ce couple bizarre qui avait très certainement des intentions très sombres, Mathieu préfère ne jamais les revoir. Ok, pour cette histoire, nous allons parler de Sophie. Lors de sa dernière année de lycée, elle sort avec un garçon qu'on va appeler Tom. Ils sont ensemble depuis 1 an maintenant, mais leur relation est loin d'être idéale. En gros, c'est le genre de couple qui se sépare et se remet ensemble constamment et malheureusement toujours en train de se disputer. Je pense pas trop m'avancer quand je dis que cette relation a vraiment l'air toxique. Tom la menace très régulièrement aussi.
Et pour couronner le tout, les parents de Tom ont aussi une relation plus que tumultueuse. Son père est alcoolique, il bat sa mère presque toutes les nuits, c'est absolument horrible. Sophie a même été témoin de cette violence lors de ces rares nuits qu'elle a passées chez eux. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est effrayant et que ce début d'histoire est tout sauf joyeux. Vers la fin de l'année de terminale, Tom trompe Sophie lors de sa fête d'anniversaire. Là, c'est la goutte d'eau. Ils se séparent encore une fois. Quelques mois plus tard, ils essaient de se remettre ensemble, mais Sophie réalise qu'elle ne l'aime plus et met définitivement fin à leur relation. Enfin. Et après ça, elle ne le reverra pas pendant plus de 15 ans. Ah oui, quand même. Depuis, elle a entendu dire qu'il est devenu alcoolique, tout comme son père. Apparemment, il est également devenu très violent et a même fini dans un hôpital psychiatrique. Il paraîtrait aussi qu'il a été diagnostiqué schizophrène, mais bon, en gros, les détails restent flous. Il y a 9 ans, Sophie rencontre son futur mari. Ils sont mariés depuis maintenant 4 ans, ont un enfant de 2 ans et un autre est même en route. Bref, vous l'aurez compris, elle a clairement tourné la page, sa vie s'est remise sur les rails. Mais c'est il y a environ 1 an qu'elle reçoit un message plus qu'aléatoire. C'est bien toi, Sophie ? Bon, comme elle reçoit des appels et des messages professionnels sur son téléphone personnel, elle répond en disant oui. Puis la personne continue la conversation en demandant comment elle va. En soi, il faut comprendre qu'elle a le même numéro depuis le lycée, donc c'est pas choquant que quelqu'un lui renvoie un message. Ne sachant pas du tout qui c'est et pensant que ça n'a rien à voir avec son travail, elle décide de ne pas répondre. Quelques minutes plus tard, un autre message arrive. C'est Tom, comment ça va ? Là, Sophie est carrément choquée et n'arrive même pas à s'empêcher de lâcher un petit cri dans la vraie vie tellement la mauvaise surprise est grande. Faisant le minimum possible, elle lui répond juste tout simplement qu'elle va bien. Mais Tom n'en a pas fini, il continue de prendre des nouvelles d'elle, il lui demande comment elle va, il lui demande aussi si elle pense toujours à lui, et il insiste vachement là-dessus. Il lui demande aussi si elle avait déjà imaginé leur futur, s'ils étaient restés ensemble, bref, vous l'aurez compris, il tente vraiment de raviver une genre de flamme entre eux. À ce moment-là, Sophie reste silencieuse. Elle relit les messages mais elle ne sait pas du tout quoi répondre. Et franchement, elle flippe même un peu parce que tous ses souvenirs associés à lui sont clairement cauchemardesques. Finalement, elle décide de lui dire. Désolé Tom, mais non. Je suis mariée maintenant et je te souhaite le meilleur, mais je ne pense pas que nous devrions rester en contact. Étonnamment, Tom réagit plutôt bien. Sophie trouve ça vraiment étrange vu qu'elle le connaît quand même un peu, mais bon, elle se dit qu'il a peut-être changé et n'y pense plus du tout. C'est la semaine juste avant que Sophie nous raconte son histoire que la mère de Tom débarque à l'entreprise familiale de la jeune femme. Ça fait très longtemps qu'elle travaille dedans, depuis le lycée globalement. La mère de Tom et son père ont divorcé, et elle a maintenant un petit ami qui semble la rendre heureuse, ça c'est une bonne nouvelle. Les deux femmes qui ne se sont pas vues depuis très longtemps échangent des politesses, puis la mère de Tom lui demande si elle a entendu parler de son fils assez récemment. Sophie répond qu'elle en a entendu parler et qu'elle est désolée d'apprendre qu'il a été interné, et c'est là que sa mère lui donne les raisons de son internement. Apparemment, Tom s'amusait très régulièrement à faire du mal à des animaux et même à les tuer. Encore une fois, Sophie ne sait pas quoi dire, elle répète qu'elle est désolée d'apprendre ça, et c'est là que la mère change de comportement. Elle commence à lui dire que Sophie a toujours été la petite amie préférée de son fils, et elle commence même à vouloir qu'elle se remette avec lui. Bien entendu, la jeune femme refuse, elle lui dit qu'elle est mariée et surtout qu'elle est passée complètement à autre chose après toutes ces années, mais sa mère ne lâche pas le morceau. Elle commence à dire qu'il a changé, qu'il n'est plus mauvais, et surtout elle lui dit qu'il se calmera si elle accepte de se remettre avec lui. On est d'accord avec vous, c'est quand même hyper bizarre comme expression. La situation est beaucoup trop étrange, Sophie est plus que mal à l'aise. Elle a presque l'impression qu'il s'agit d'une menace, et que la mère de Tom insinue que si elle n'acceptait pas de se remettre avec lui, il s'en prendrait peut-être à elle. Alors qu'elle insiste maintenant pour être laissée tranquille, la mère de Tom accepte de partir, un rire malsain en lèvres. En repartant de sa journée de travail, Sophie a l'impression d'être suivie. Et le problème avec cette histoire, c'est que cette sensation ne s'est toujours pas estompée au moment où elle nous écrit ce message. Depuis, elle a toujours l'impression d'être observée, que la mère de Tom est là en train de l'épier. Lorsqu'elle est seule chez elle, elle a l'impression que quelqu'un se trouve au bout de la rue, regardant sa maison. Et elle en est quasiment sûre, il s'agit de Tom. Elle reçoit également des appels anonymes en pleine nuit, bref, c'est terrifiant. Aujourd'hui, cette affaire ne s'est toujours pas arrêtée. Elle a constamment l'impression que Tom, qu'elle considère comme le démon de sa jeunesse, est constamment là à la surveiller. Malheureusement, nous n'aurons pas le fin mot de cette histoire, même si on espère sincèrement que tout va mieux pour elle. Cette histoire, et on préfère vous le prévenir, est assez violente. C'est la première fois qu'Élise la raconte par écrit. Ça s'est passé il y a environ 6 ans, et depuis, ce souvenir tourne en boucle dans sa tête. Et si ce soir, elle partage son histoire, c'est aussi parce qu'elle espère que ça pourra l'aider à guérir.
Mais bon, mettons un petit peu de contexte. Elise a grandi dans une petite ville en Louisiane aux États-Unis. À cette époque, elle a 21 ans et franchement, il n'y a pas grand-chose à faire dans sa ville. La vie nocturne se résume très simplement aux bars et aux clubs de striptease, donc autant vous dire que ça intéresse pas des masses. Et en fait, c'est tellement petit que si on se rend dans l'un ou dans l'autre, on a presque l'impression de faire une réunion des anciens du lycée. Il y a toujours les mêmes personnes, tout le monde se connaît, c'est vraiment une petite ville. Le petit job d'Elise, c'est de bosser au bowling avec sa meilleure amie Shay. Les deux filles s'adorent et ont même un spot où elles se retrouvent toujours depuis le lycée. Et ce spot en question, c'est un coin situé au bout d'un sentier boisé, près d'un canal, où elles écoutent de la musique, boivent et consomment quelques substances illicites. À ne pas reproduire la commu, vous êtes les meilleurs. Mais en soi, c'est un petit peu leur refuge nocturne. Elles allument toujours un feu, parlent et se livrent sur leur vie respective. On retrouve notamment Shay, son copain, Elise évidemment, un autre gars du lycée et également un type qu'elle appelle Rod qui se retrouve à l'endroit habituel. Mais malheureusement, Elise décrit Rod comme étant vraiment le pire. On n'en sait pas vraiment plus, on ne sait même pas pourquoi elle était invitée s'il se détestait autant, mais elle dit que c'est un véritable déchet humain et qu'il est du genre à aimer se montrer, se mettre en valeur et se battre à n'importe quelle occasion. Mais attention, il ne s'engage dans un conflit que s'il est sûr de pouvoir gagner. S'il pense qu'il peut perdre, il s'arrange toujours pour avoir l'un des amis de sa mère avec lui pour le défendre. Et d'ailleurs, c'est un gars qui est tellement problématique qu'il a déjà été banni du club de striptease de la ville. Avant ça, il a également fait un passage éclair dans l'armée avant d'être renvoyé pour mauvaise conduite. Bref, ça en dit très long sur l'individu. Mais maintenant qu'on en sait un peu plus sur son profil, revenons-en à l'histoire de Elise. Ce soir-là donc, Rod débarque au spot. Elise se met à maudire la soirée dès qu'elle le voit. Il affiche une énergie toxique et fait en sorte que tout le monde le sache. La soirée commence malgré tout, ils se mettent à boire, à discuter et à fumer. Elise, quant à elle, a décidé d'être responsable ce soir-là et va doucement sur les substances illicites. Mais Rod, lui, bien évidemment, n'y va pas de main morte. Il sort la poudre blanche, si vous voyez ce qu'on veut dire, et la consomme sans modération. On est d'accord, ce n'est pas du tout charmant, mais la soirée avance, chacun est un petit peu dans son coin. Shay et son copain s'éloignent pour faire des trucs de couple, laissant Elise avec Rod et l'autre gars. Et c'est à ce moment-là que Rod commence à faire des remarques assez dégoûtantes à Elise. C'est super explicite et vous voyez très bien ce dont on parle. Elle se prend énormément de remarques sur son physique, de remarques qui d'ailleurs ne sont pas du tout les bienvenues. Et clairement, elle est de plus en plus mal à l'aise avec lui et sent que la situation devient vraiment tendue. Mais malheureusement, au bout d'un moment, le dernier pote qui faisait barrage entre deux finit par partir, laissant Elise toute seule avec Rod. Bon, il est absolument hors de question de rester toute seule avec lui, et donc elle commence à préparer ses affaires pour partir. Mais c'est là que Rod, sans prévenir, lui demande si elle veut coucher avec lui. Vous l'imaginez bien, c'est la pire des propositions, et Elise refuse direct, et c'est là que les choses commencent sérieusement à s'envenimer. L'homme sort littéralement de ses gonds, commence à l'insulter de plus belle, à la traiter de tous les noms possibles. Puis, tout d'un coup, alors qu'Elise n'a même pas le temps de répondre, il l'attrape par la chemise et la déchire d'un coup sec. Avant même qu'elle ne comprenne ce qu'il se passe, elle est allongée face contre terre avec une sensation dans le ventre. Et en regardant plus bas, on vous prévient, c'est assez violent, mais elle réalise qu'il l'a en fait poignardée. Et se rendant compte de ce qu'il venait de faire, le visage de Rod passe de la surprise à la panique totale. Complètement sous le choc, mais en même temps dans un état second de folie, il s'approche d'elle comme pour en finir. Mais heureusement, grâce à son instinct de survie, la jeune femme arrive à attraper un morceau de béton qui traînait là et le frappe au visage, lui laissant juste assez de temps pour fuir. Tout en courant le plus vite possible pour s'enfuir, Ellie se rend compte qu'elle saigne abondamment de l'abdomen et sent que son corps commence à lâcher. Elle est maintenant toute seule, en train de boiter le plus vite possible dans la forêt, tout en se disant qu'elle est en train de mourir. Et à ce moment-là, elle nous dit qu'elle est quasiment sûre qu'elle va voir une certaine lumière blanche et des gens morts autour d'elle. Et c'est justement ce qui arrive. Parce qu'à travers les arbres, elle commence à avoir des visions de sa mère et commence à les suivre. Ensuite, tout devient complètement flou alors qu'elle entend maintenant des voix lui disant de continuer. On ne connaît pas vraiment la part de réel dans tout ça, mais sa mère semble la guider et les voix semblent lui donner des genres de conseils pour survivre à cette situation. Et tout ce qu'on vous dit là, c'est exactement ce dont elle se souvient, c'est quand même assez fou. Bref, au bout d'un moment indéfini, Elise finit par atteindre une route où par chance elle tombe sur un agent de la pêche et de la faune qui, heureusement, va lui sauver la vie. Rod sera finalement retrouvé et arrêté quelques jours plus tard, et on ne connaît pas les circonstances, mais il décédera en prison sans jamais voir l'intérieur d'un tribunal.
Élise ne nous raconte pas comment c'est arrivé, et d'ailleurs elle ne le sait pas elle-même parce qu'elle n'a jamais cherché à le savoir. Et depuis toute cette histoire, la mère de Rod harcèle la famille d'Élise, c'est vraiment le comble. Pendant des mois après son arrestation, elle n'arrête pas de les appeler, de leur envoyer des lettres, etc., etc. Un jour, elle a même croisé Élise et lui a dit de but en blanc que tout était de sa faute, il l'a traitée de prostituée. Mais à ce moment-là, Élise n'était pas seule, elle était avec sa sœur qui ne supportait pas que la mère de Rod lui parle comme ça, et du coup, elle a décidé de prendre une décision radicale, c'est celle de défendre sa sœur en envoyant une puissante droite dans le nez de la mère de Rod. Et c'est là la dernière interaction entre la famille de Élise et la famille de Rod. Tout le harcèlement s'est arrêté suite à ce coup de poing. La jeune femme, qui a été complètement traumatisée par l'histoire, porte aujourd'hui une cicatrice sur l'abdomen comme un rappel constant de ce traumatisme. Et après tout ça, Shay, donc sa meilleure amie, a pendant très longtemps culpabilisé d'avoir laissé Élise seule ce soir-là avec Rod. Mais bon, heureusement, aujourd'hui Élise va beaucoup mieux, même si elle n'a pas encore tout à fait accepté ce qui s'est passé. Mais elle progresse au mieux et elle n'a déjà plus des flashbacks aussi fréquents qu'avant, passant de plusieurs fois par jour à 1 ou 2 fois seulement, ce qui représente un grand pas pour elle. Et nous, tout ce qu'on peut souhaiter, c'est qu'elle se rétablisse, parce que ce soir-là, dans cette forêt sombre, elle a véritablement vécu un film d'horreur. Ok, la meilleure des communes, on est de retour dans la safe place. On en a franchement vraiment besoin là, parce que la dernière histoire racontée par Kratos est vraiment hyper flippante. On n'ose même pas imaginer ce qui se serait passé si Élise n'avait pas eu le réflexe de se défendre en pleine nuit dans la forêt à ce moment-là. Bref, l'important c'est que tout va mieux pour elle maintenant, et ça c'est une très bonne nouvelle. Comme on vous l'a dit en intro, si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à le liker. Pour vous, c'est vraiment 1 seconde, mais pour nous, c'est crucial pour l'algorithme, tout ça, vous connaissez. N'hésitez pas également à vous abonner et à nous rejoindre sur les réseaux. On est très actifs en ce moment, donc franchement, c'est le moment. Nous, en tout cas, on se dit à vendredi. C'était Kratos et Joe, et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao! Et c'est une fin de tournage. On y va? Ok, ça c'est le thread pour mercredi. Du coup, moi je raconte 2 histoires et c'est moi qui vais la monter normalement. Ok, thread 1, My Kidnappers. Joe, est-ce que tu sens bien cette histoire? Est-ce que tu la sens bien pour la protagoniste? On commence. Vous êtes prêts? Moi je suis prêt. Donc là, on est sur du thread Kratos. Donc thread Kratos pour dimanche, histoire numéro 2. Et nous tout ce qu'on lui souhaite, c'est de et nous tout ce qu'on lui souhaite, et nous tout ce qu'on peut lui souhaiter, et nous tout ce qu'on peut lui souhaiter. Plus intro conclu normalement. Si tout se passe bien, dans le même rush, il y aura le thread 2, le short 2, l'intro et la conclue de cette vidéo qui sortira du coup mercredi, pas du tout dimanche. Pourquoi je dis dimanche? Mercredi. C'est moi qui fais la vidéo dimanche. J'ai un masque et j'ai une petite fente là comme ça, genre. Ah. Pour ça quelque chose. Ouais, je pense qu'elle doit penser quand même. Après, j'avoue, à quoi elle pense, c'est vraiment une bonne question. Vraiment une bonne question. Je me demande aussi comment ça marche pour elle, la notion du temps. Est-ce qu'il y a des demain pour elle? Est-ce que la journée... Je sais pas comment ça marche, ça. C'est vraiment une vraie bonne question. Là, Sophie est carrément choquée. Et... J'ai jamais compris choc bar. Tu sais pourquoi on dit choc bar ou pas? Vraiment, ça me stresse. J'ai vraiment l'impression que c'est du verlan. Choc bar, ça a l'air d'être le verlan de quelque chose, mais... Bar choc, bar chocolat? Ça vient pas de bar à chocolat, du coup, dommage. C'était une bonne idée en vrai. Sophie. Ah, c'est ton bloopers là. C'est le meilleur bloopers que tu peux avoir là. Introduction de la vidéo de mercredi de la semaine prochaine montée par Kratos.